Ezek voltak a hírek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Francia Anghia, donc l'émission en langue française sur Tiloche Radio, sur la bande FM hongroise et puis aussi sur Internet. Aujourd'hui, comme d'habitude, l'équipe ou la moitié de l'équipe de Oulala, puisque bonjour Corentin, t'es venu un peu les mains dans les poches parce que t'es débordé avec l'actualité en Hongrie. Oui, en ce moment on est soigné, tout arrive en même temps, mais bon, je suis quand même là, je suis quand même présent. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Et puis, pour l'occasion, on a deux invités, Jean-Louis Fabiani et puis Sylvain Lapoix, donc je les laisserai se présenter après. Aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de l'actualité toute chaude. C'est l'histoire de la Central European University, l'université d'Europe centrale qui a été créée après la chute du mur à Budapest, qui est une grande institution universitaire qui accueille des étudiants qui viennent du monde entier. Et puis, il y a une loi qui est passée la semaine dernière, ou en début de semaine, qui menace son existence à Budapest, qui a créé des mouvements sociaux assez forts sur Budapest. On va revenir sur tout ça avec donc Jean-Louis Fabiani, qui connaît bien cette institution, qui est sociologue et qui y travaille ou y intervient depuis plusieurs années. Oui, je suis professeur à CEU et donc merci de votre invitation puisque CEU est aujourd'hui menacé et en même temps, disons, la question de CEU dépasse le cadre de l'université comme on aura l'occasion de parler, je crois, dans cet entretien. Eh ben, excellente transition. Donc, en deuxième partie d'émission, on parlera plus avec Sylvain Lapoix, qui est journaliste indépendant, journaliste d'investigation, spécialisé dans le big data, et qui est en plein dans une campagne de crowdfunding, de financement participatif, pour un projet très ambitieux autour d'une série documentaire sur la question de la démocratie, donc c'est pour ça qu'on l'a invité aussi. Et on rebondira avec Sylvain en deuxième partie sur cette question-là. Mais Sylvain, t'es libre d'intervenir quand tu le souhaites. Et si tu pouvais te présenter un peu plus, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être ici. J'aime énormément Budapest et j'ai un lien de cœur avec la Hongrie et la culture hongroise. Et il se trouve que j'ai été invité pour une conférence sur un sujet totalement différent ici. J'ai décidé d'en profiter pour me balader un petit peu et puis pour offrir aux gens qui soutiennent DataGull ou qui s'intéressent à DataGull, qui est un programme qui s'oriente beaucoup vers les jeunes, notamment les moins de 24 ans, une vue sur un pays qui est, je pense, enfin vous savez bien mieux que moi, très souvent caricaturé dans les médias francophones et les médias français en particulier, et notamment leur montrer que derrière Viktor Orban, il y a aussi une société civile et il y a aussi des gens qui s'intéressent à la question de la démocratie et qui essayent de la défendre ou tout de même d'en défendre les valeurs. Alors juste derrière, on a entendu un des grands défenseurs de la démocratie en Hongrie, c'était le chien à deux queues. Exactement. Donc je vais donner la parole à Ludovic pour cette première partie d'émission, pour la discussion un peu avec Jean-Louis Fabiani sur savoir où on en est dans cette histoire de la CEU. Rappelez un peu les faits. Alors un petit peu les faits, c'est qu'effectivement, on en a entendu parler déjà en fin de semaine dernière, qui se tramait quelque chose contre la CEU. Alors officiellement, ça n'a pas été présenté comme ça. On parle d'une modification de la loi de l'enseignement supérieur qui concerne 28 établissements étrangers qui ont été évalués dans le cadre d'une commission de l'éducation et 27 d'entre elles ont été sous le coup visiblement d'irrégularités, dont fait partie l'Université d'Europe centrale, et serait dans un vide juridique, ce à quoi le gouvernement a procédé donc mardi en mi-journée au vote d'une modification de la loi visant ces établissements qui ont donc des financements étrangers à se conformer au fait d'avoir notamment des cursus équivalents en Hongrie et dans leur pays d'origine. C'est ça la principale disposition. Absolument, et ça consisterait pour CEU avoir un campus dans l'État de New York qui serait similaire, qui offrirait les mêmes spécialités, master et doctorat, et qui conduirait évidemment à un autre budget, et ce qui serait impossible, qui signifierait la mort de CEU. Disons, le dispositif juridique qui a été mis en place par CEU était tout à fait sûr, et les conventions qui permettaient à CEU d'intervenir étaient extrêmement bétonnées, on peut dire, et donc il a fallu une modification significative de la loi pour que, effectivement, l'existence de CEU, qui est visée
proposé dans cet amendement à la loi sur l'éducation, et qui visait effectivement 28 universités, mais qui n'ont pas la même importance, ni la même structure juridique dans la ville. Donc l'accréditation de CEU à la fois dans l'État de New York et en Hongrie était acquise et ne posait pas de problème. Monsieur, c'était ça, c'était une convention entre l'État de New York et la Hongrie, et non pas entre le gouvernement fédéral américain et la Hongrie. Parce que le gouvernement fédéral aux États-Unis ne s'occupe pas d'éducation, et donc il n'est pas décisionnaire pour les problèmes d'éducation, et donc c'est pas avec le gouvernement fédéral qu'on peut traiter, mais avec l'État de New York, ce qui pose d'ailleurs le problème effectivement peut-être de l'attente du gouvernement hongrois par rapport à l'administration fédérale et à Donald Trump. Et là, il y a évidemment un manque, disons, de lucidité sur les dispositifs légaux aux États-Unis. Oui, j'ajouterais que le gouvernement hongrois se défend de viser directement la CEU en arguant du fait que c'est 28 établissements qui sont concernés. Il y a quand même l'hebdomadaire OVG qui est pas le journal le moins sérieux du pays, loin s'en faut, qui a révélé qu'à la fin de l'année précédente, le ministre de la Justice, monsieur Laszlo Trocani, est allé trouver le recteur de l'Université d'Europe centrale pour lui dire « Attention, le gouvernement prépare un amendement à la loi pour, et je cite, tuer l'Université d'Europe centrale ». Donc voilà, on voit bien qu'on est dans un cadre différent que de ce que présente le gouvernement lui-même. Par ailleurs, le contexte, il est aussi celui d'une campagne qui a démarré au printemps 2016 contre le milliardaire d'origine hongroise, le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros, où à l'époque, en avril, je crois que ça avait commencé à sortir, János Lázár, donc le numéro 2, et puis Viktor Orban avaient commencé à pointer du doigt les forces de l'ombre, le pouvoir de l'ombre, qui agissent en gré à travers des ONG, notamment l'Open Society Foundation et l'Université d'Europe centrale. Alors peut-être avant d'aller un petit peu plus loin dans la discussion, peut-être pour les auditeurs, rappeler l'importance de la CEU, le poids de la CEU, quels sont finalement les enjeux en termes de nombre d'étudiants, d'histoire, de trajectoire dans le pays, de rayonnement à l'international et puis aussi à l'échelle de l'Europe centrale. Oui, alors vous avez parlé de Georgi Soros et c'est une des questions. Effectivement, il a financé, il a mis un endowment pour cette université, mais il est clair et il n'a jamais fait d'intrusion que le contenu de cette université n'est pas sorosien. Ce n'est pas l'expression des idées, quelles qu'elles soient, de Monsieur Soros. Et les départements sont assez variés. Moi, je suis dans un département de sociologie critique qui est assez typé, si on peut dire, mais qui n'est pas très différent de beaucoup de départements états-uniens. C'est-à-dire qu'on retrouve des marxistes, des libéraux. Voilà. Mais c'est un département critique, si vous voulez, et qui est indépendant, enfin qui clame son indépendance par rapport à toute forme de pouvoir. Et il y a aussi un département de Gender Studies qui est probablement un des meilleurs d'Europe, ouest-est confondu. Et ces deux départements sont plutôt dans le viseur depuis pas mal de temps. Il y avait eu cet été quelques remarques critiques sur notre département marxiste, alors que le marxisme n'est pas ce qui définirait, je pense, ce département, ou les Gender Studies qui étaient accusés de détruire la famille hongroise. Donc cette université est une université réellement indépendante. Elle a eu la chance d'avoir des fonds pour démarrer tout à fait exceptionnels dans la région. Mais je crois qu'elle a joué un rôle important. Alors Soros avait bien entendu l'idée d'accompagner le post-communisme en créant, disons, un lieu où ce qu'on pourrait appeler les élites de la reconstruction seraient formées. Mais je crois que ça a pris des chemins assez variés. Il y a une School of Public Policy qui correspond plutôt, disons, à cet objectif. Mais il y a toute une grande variété. Au fond, l'université se fait connaître aussi par son Network Science Department, qui est un département de sciences des réseaux, qui est vraiment une chose très très neuve. Et puis son département de sciences cognitives, c'est des Hongrois d'ailleurs, qui l'ont monté et animé et qui sont mondialement connus aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un petit établissement qui a 1400 étudiants à peu près, en gros, et qui est spécialisé en master et en doctorat. Donc postgraduate, si vous voulez, on fait pas de licence. Et donc les étudiants viennent
de, je crois, 104 pays aujourd'hui. Alors, l'ancien monde soviétique est très représenté, y compris l'Asie centrale, mais plus seulement. Moi, j'ai dirigé des thèses d'Iraniens, de Pakistanais, de Philippins, etc. Donc, il y a une très très grande variété. Alors, l'originalité de cette université, c'est qu'elle est privée, mais qu'en même temps, et qu'elle est sur un modèle états-unien, mais que à peu près entre 75 et 80% des étudiants ont des bourses qui leur évitent de payer les droits d'inscription qui sont élevés, et surtout qui leur donnent un stipend qui leur permet de vivre très correctement à Budapest. Donc ce qui change complètement la vie des étudiants de ces pays, évidemment, et qui sont sélectionnés sur dossier et au mérite, avec un grand soin, je dois dire. Ça fait 8 ans que je participe à la sélection et que ça marche. Je vais prendre la parole avant toi, Sylvain, je te donne la parole. Je voulais faire juste 3 petits compléments pour aller dans ce sens-là. Déjà, je voudrais rappeler que les attaques contre le monde universitaire en Hongrie ont déjà eu lieu bien avant la CEU contre d'autres universités en Hongrie. Je pense notamment à l'université Corvinus, qui a été menacée de disparition pendant plusieurs mois il y a quelques années, où finalement ça a été un proche de Viktor Orban qui a été placé à la direction de cette université. Il y a eu aussi une réforme assez importante du système des recteurs dans les universités hongroises, avec une remise en question éventuelle de l'indépendance des universités hongroises. Et puis, vu qu'on évoquait les Gender Studies, il y a une formation de Gender Studies qui s'est créée à l'université LT, qui est l'une des meilleures universités de sciences sociales de Budapest, qui elle aussi a été vivement critiquée par le gouvernement, à tel point qu'ils veulent créer une réponse à ces formations, ou faire les études de la famille, ou je ne sais plus quel terme exactement ils avaient utilisé. Sciences de la famille, oui. Sciences de la famille. Et le dernier point, c'est que je confirme ce que vous dites, même si j'ai toujours été très critique envers Georges Soros et sa vision du monde, ou à certaines formations à la CEU, mais j'ai eu la chance, moi, avec peut-être ce qu'il y a de plus radical aujourd'hui en termes de pensée politique, de pouvoir intervenir dans la plupart des facultés que vous avez évoquées pour parler de décroissance. Et je travaille régulièrement à la fois avec la CEU ou d'autres universités, puisque lorsqu'on avait organisé la conférence internationale de la décroissance à Budapest, la CEU était l'un des partenaires. Corvinus, qui aujourd'hui, le nouveau recteur, est très critique contre la CEU et soutient le gouvernement, nous avait aussi ouvert grand les portes. Donc on est un peu à un tournant, c'est-à-dire qu'on passe une ligne rouge en termes d'attaque des universités par rapport à ce qu'on a connu dernièrement. Sylvain. Oui, je connais pas, loin s'en faut, le dossier aussi bien que vous, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand vous avez évoqué la question du financement étranger, et je voulais savoir en fait la façon dont le gouvernement avait développé ce point-là, parce que à titre personnel, ayant travaillé notamment sur la question de l'activisme environnemental en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, c'est souvent une façon que les gouvernements américains et canadiens ont eu de démanteler des structures militantes, notamment environnementalistes, et également en l'occurrence autochtones, des Amérindiens, que de dire en gros ils sont financés par l'étranger, ce sont des agents de l'étranger qui veulent détruire les structures de l'économie américaine ou canadienne, notamment au travers le secteur pétrolier. Comment est-ce que justement le gouvernement, Viktor Orban ou d'autres personnes qui soutenaient cette mesure a amené cette notion de financement étranger dans le discours ? Voilà, c'est les autres interlocuteurs en parleront aussi bien, sinon mieux que moi, mais effectivement, c'est la question de la main de l'étranger, notamment la main de l'ennemi public numéro 1, comme on l'appelle ici, qui est Soros. Et donc, effectivement, je veux dire, le cas de CEU n'est qu'un cas particulier du financement des ONG à Budapest, et notamment celles qui s'occupent des questions de migrants ou de réfugiés. Et c'est là aussi qu'il y a 2 éléments, je crois, dans ce combat. Le premier, effectivement, c'est à travers CEU visé, et là j'insiste sur ce que disait Vincent, c'est que CEU n'est pas isolé. C'est vrai que c'est une université qu'on pourrait dire de luxe par rapport aux autres, et ça crée quelquefois des tensions, ou puisque... Mais en fait, je veux dire, tous mes étudiants hongrois viennent 90% de LT, j'en ai un de Corvinus, mais LT a des départements équivalents aux nôtres, qui sont très bons, et je veux dire, si on a vu, on le verra peut-être dans la deuxième partie de l'émission, mais si on a vu autant de Hongrois qui ne sont pas de CEU se mobiliser, c'est aussi parce que, disons, l'attaque contre CEU est vécue comme une attaque contre l'université, qui a été très malmenée depuis 6-7 ans,
et depuis, et aussi, disons, l'ensemble du monde de l'éducation, parce que j'ai vu dimanche en particulier des gens qui étaient des enseignants du secondaire, et effectivement, il y a tout ce malaise du monde éducatif qu'on a vu dans la manifestation, et CEU, au fond, n'est pas, parce que le jeu aussi, c'est de présenter CEU comme une espèce de vaisseau de luxe sur le Danube qui serait le luxe américain, etc. Et visiblement, ça fonctionne pas comme ça. Et pour la raison que nous travaillons avec des gens d'autres universités, sauf que notre vivier d'étudiants, c'est eux, et que donc moi j'accueille par exemple chaque année des étudiants qui sont souvent des jeunes femmes d'ailleurs de LT, qui sont sociaux, avec un partenariat, et elles suivent un de mes cours, en général un ou deux, et c'est validé dans le cursus de LT. Donc on a vraiment des coopérations régulières, et c'est ce qui explique au fond cette situation, c'est que on n'est pas l'agent de l'étranger, vous voyez. Corentin. Je compléterai aussi la question de Sylvain en disant que voilà, un des principaux arguments du gouvernement, c'est de dire la CEU, avec sa démesure de moyens, fait de la concurrence déloyale aux universités hongroises. C'est un discours qu'on a entendu avant ça dans d'autres domaines, dans des domaines économiques. Dans le domaine de la grande distribution, des entreprises d'énergie, où les entreprises étrangères étaient accusées de faire la concurrence déloyale aux entreprises hongroises, parce qu'elles auraient bénéficié depuis les années 90 d'un traitement de faveur, et c'est ce qu'on reproche aussi à la CEU aujourd'hui, à tort ou à raison, je pense à tort. Donc voilà, ce nouvel argument s'inscrit dans une rhétorique qui remonte déjà à plusieurs années ici. Voilà, on considère que les étrangers ont toujours été favorisés en Hongrie, et maintenant il est temps de rétablir l'équilibre. Mais effectivement, en écho au propos de Jean-Louis Fabiani sur la popularité de la mobilisation, des mobilisations de dimanche et puis de mardi soir, c'est que moi je suis doctorant aussi en sciences sociales, et je vois bien dans mes amis qui sont doctorants hongrois dans des universités budapestoises qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les milieux de doctorants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette mentalité de dire que voilà, ceux qui sont à la CEU c'est des privilégiés puis les autres ne le sont pas. Il y a vraiment des synergies qui s'opèrent. Il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent être prises par des étudiants d'Altep, puis suivies par des étudiants de la CEU, et puis inversement. Je veux dire, il y a vraiment un effet de milieu. Et par ailleurs aussi rappeler, ça c'est pour les lecteurs de Oulala, c'est quelque chose qui est en accès libre aujourd'hui. C'est la traduction d'une tribune qui rappelle aussi que il y a énormément de Hongrois d'outre-frontières qui sont à la CEU et pour qui c'est une vraie opportunité de venir faire leurs études à Budapest et de bénéficier de bourses d'études. Je précise que c'est une tribune qui est publiée dans le Magyar Nemzet, qui n'est pas un journal gauchiste. Exactement. Non. Mais juste, excusez-moi, mais encore une fois, je confesse mon manque de connaissance du débat public hongrois. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Mais oui, j'ai bien compris que j'étais le candide de l'affaire. Mais en tant que Français, a fortiori, je peux pas empêcher de rebondir par rapport à ce que vous dites sur cette concurrence déloyale, la rhétorique selon laquelle les étrangers ont été favorisés. Donc, et arrêtez-moi si je me trompe, mais ce que vous dites, c'est que, en gros, cette attaque contre la CEU et contre les universités étrangères en général, un régime de faveur qui aurait aussi cours dans l'économie, c'est quelque chose qui est clairement, xénophobe, ou en tout cas pour recentrer la Hongrie et être prioriser les Hongrois. Donc c'est dans la continuité de ce discours-là, ou vraiment? Dans mon blog du Monde, je rappelais effectivement ce qui irrite le pouvoir, c'est le côté cosmopolite, c'est le fait que nous ayons des étudiants de voilés, que nous ayons des gens qui viennent du monde entier, et souvent qui viennent de lieux d'affrontement, etc., et qui travaillent avec nous. Alors, c'est une institution hongroise. Alors, on a plus de moyens que les autres, il faut pas mentir là-dessus, mais ces moyens ne sont pas prélevés, la concurrence ne sont pas prélevés sur le budget des universités hongroises. Et en fait, si vous regardez l'université, tout le staff, c'est-à-dire tous les personnels techniques, administratifs, sont hongrois. La moitié des enseignants sont hongrois, soit qui soient venus d'universités hongroises, soit qui soient revenus de l'étranger, qui se soient rapatriés avec CEU. Ils ont trouvé des conditions de travail qui étaient celles d'universités américaines, donc ils sont revenus. Et les étudiants de master et de doctorat hongrois
sont les plus nombreux. C'est ce qui est bien normal, c'est la cohorte la plus nombreuse de toutes les nationalités des 104, c'est les Hongrois qui sont premiers. Donc, c'est une institution qui n'est pas hors sol et qui, effectivement, est enracinée en Hongrie. Et c'est pour ça que nous revendiquons, disons, le droit de rester, ne serait-ce que parce que si nous devions partir, ce qui peut arriver, le personnel hongrois serait probablement licencié en masse, et puis surtout comme le coût d'opération à l'ouest serait plus élevé, on licencierait aussi une partie de l'université, on la réduirait. Donc, je veux dire, la volonté de rester ici, c'est parce que c'est notre ville, je crois. C'est une ville où nous sommes bien, même si effectivement la plupart des enseignants de CEU ne sont pas bien vus par le pouvoir. Je voudrais rappeler un peu les faits, parce qu'on a souvent évoqué le mouvement ou les manifs qu'il y a eu. On n'a pas précisé ce qui s'est passé. Donc il y a eu une première manif à l'initiative d'un collectif ouvert qui s'est créé à la suite de l'annonce de cette loi, qui a eu lieu dimanche dernier à Budapest et qui, en rapport avec ce que Jean-Louis Fabiani évoquait, de manière symbolique, est parti de l'université Corvinus en passant devant l'université LT, en s'arrêtant devant la CEU pour finir devant le Parlement. Il y a eu une deuxième manifestation à la suite du vote qui a été organisée de manière plus hâtive mardi soir. Chacune de ces manifestations ont réuni des milliers de personnes. C'est toujours difficile de savoir exactement. On peut donner un ordre de grandeur autour de 10 000, entre 5 et 15 000 pour être très large. Je vois que Corentin a l'air d'approuver. Oui, moi j'écris 10 000 parce que c'est vrai que ça, on n'a pas pensé très précisément, mais voilà, c'est 5 000 vraiment basse fourchette, 15 000 autre fourchette. Et mardi soir, il y avait des commentaires sur le Facebook lors de l'annonce de cette manif en disant pourquoi est-ce qu'on fait une chaîne seulement devant la CEU, pourquoi est-ce qu'on va pas devant le Parlement, etc. Et mardi soir, à la fin de la chaîne, il y a eu un départ spontané, notamment porté par beaucoup de jeunes étudiants hongrois qui ne sont pas de la CEU. Voilà. Un départ spontané en disant on y va, on va devant le Parlement, de manière illégale, ce qui était une manifestation illégale. Pour réclamer que le président de la République retoque la loi et l'envoie devant la Cour constitutionnelle. Yann Chader, c'est ça. Alors il faut rappeler que ces manifestations ne sont absolument pas ni initiées ni soutenues par CEU, que c'est vraiment une initiative qui la dépasse. Et CEU et même l'administration est même en retrait. Elle demande, comme beaucoup d'étudiants sont hors Union européenne, évidemment, je pense pas que l'université soit ravie qu'ils sortent, mais ils sont très mobilisés et surtout ils sont très heureux de voir cette mobilisation de jeunes. Qui me paraît à l'échelon de la ville assez considérable. Les chiffres que vous donnez sont extrêmement plausibles à quelques réserves près, et surtout si on regarde toute la matière grise qu'il y avait dans ces manifs, il y avait beaucoup d'universitaires qui sont vraiment déterminés, je trouve. Celle de dimanche était très agréable sous le beaucoup d'enfants, soleil printanier avec énormément de petits enfants. C'est familial. Vraiment une manif familiale et une ambiance de paix et de liberté assez incroyable. Voilà, avec des personnes âgées aussi. Oui. Toutes les générations. Pour rebondir aussi un peu sur la très bonne question de notre ami Naïf par rapport au sujet. Candide. Pas si candide que ça. Il se cache derrière. L'attaque contre la CEU s'inscrit dans une forme de narration portée par le gouvernement Orban, repris par d'autres discours ces derniers temps. C'est pour ça qu'on parle d'une urbanisation du monde ou de la Hongrie comme étant un laboratoire. Je pense au Brexit ou à Trump, qui était la Hongrie pour les Hongrois d'abord, etc. Et qui suit toute une série d'attaques mentionnées par Corentin. Et est-ce que en faisant ça, je pose une question ouverte en ayant mon point de vue sur la question, c'est difficile d'avoir des éléments, est-ce que en faisant ça, Orban ne voulait pas tendre la main à Donald Trump en pensant que s'attaquer à Soros, ou Trump s'était lui aussi attaqué à Soros, qui était un grand financeur des campagnes de Clinton. Est-ce que en faisant ça, Orban ne voulait pas se retrouver se faire inviter à la Maison Blanche et serrer la main à Trump pour célébrer une grande victoire politique contre l'open society, le libéralisme, etc.
qui veut s'aventurer sur une question ouverte, il n'y a pas de réponse. Juste commencer à dire en quelques phrases que s'il voulait faire ça, c'est un échec cuisant a priori. Peut-être qu'il y a des câbles diplomatiques s'échangent et dont la presse n'a pas vent, mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un échec cuisant parce que le ministre des Affaires étrangères, Sijarto, il y a quelques jours aux États-Unis, s'est fait ouvrir la porte par personne d'important au sein de l'administration américaine, alors que Michael Ignatieff, le recteur de l'université, lui, oui, a rencontré des personnes importantes. Le département d'État a publié 2 communiqués en réaffirmant leur soutien total à la CIU, en disant tout le respect qu'ils ont pour cette institution, et ont demandé au gouvernement hongrois de ne pas légiférer, et ensuite ont regretté une fois que la loi a été votée. Donc voilà ce que je peux en dire. Oui, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une erreur de perspective, puisque le président de l'État fédéral des États-Unis a moins de pouvoir que le Premier ministre hongrois. Et il ne décide pas en matière d'éducation, qui sont en général la prérogative des États. Et je pense que là, il s'est trompé, en tout cas provisoirement, effectivement, puisque il n'a pas trouvé audience chez Monsieur Trump, bien que, comme vous l'avez dit, c'est un des principaux, sinon le principal financeur de Madame Clinton, et qu'il a laissé pas mal de millions de dollars dans l'affaire. Alors c'est vrai que l'onde de choc était, à mon avis, assez inattendue pour Viktor Orban et le Fidesz, parce que dès lors qu'il n'a pas trouvé le soutien espéré de la part du secrétaire d'État américain, on a vu aussi que son parti et sa formation politique européenne, le PPE, s'est aussi détourné avec un tweet assez surprenant mercredi soir de la part, alors je vais écorcher son nom, Monsieur Frank Engel, Manfred Weber, qui est donc un Bavarois, président du groupe PPE à l'Assemblée au Parlement européen, et qui commence aussi à lâcher le Fidesz, alors ça c'est quelque chose qu'on documente depuis longtemps sur Oulala, c'est quand même le parti allemand qui est encore son plus fort soutien en Europe. Oui, son tuteur, oui. Son tuteur. Avec des accords économiques et des gros investissements allemands, notamment dans l'automobile ces dernières années. Donc, comment vous voyez un petit peu l'évolution des choses? Est-ce que, à votre avis, ça je pose la question à tout le monde, mais en premier à Jean-Louis Fabiani, quelle marge de manœuvre il reste à Viktor Orban pour faire marche arrière? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la politique hongroise, mais ce qu'on peut dire quand même après une semaine de crise ouverte, c'est 10 jours maintenant, c'est qu'effectivement les choses ne se passent pas aussi simplement que le gouvernement hongrois aurait pu le penser. L'idée était d'isoler CEU de son environnement universitaire budapestois, et ça c'est un échec. Et l'idée était aussi que ça passe, comme les autres choses sont passées, comme une lettre à la poste, du fait effectivement de la nouvelle administration fédérale américaine, et aussi du fait que effectivement en Europe on a laissé faire ce genre de choses, et pas seulement à droite, au fond une sorte d'indifférence à l'égard de ce type d'action. Et je pense que là on n'a pas mesuré l'importance symbolique de ce qu'était de fermer un lieu de savoir, même financé par quelqu'un dont on peut critiquer l'action. Là n'est pas le problème, mais c'est vraiment frapper, je pense aussi une vie, c'est tirer une balle dans le pied que de se priver de cette ressource. Tout le quartier est quand même animé, les petits restos, etc., par les étudiants, etc. Il y a toute une vie, je veux dire, il y a beaucoup d'invitations. Enfin, le CEU déborde CEU, et donc là, il y a vraiment, disons, un pari risqué de la part d'Orban. Mais je pourrais pas aller plus loin parce que les choses peuvent se retourner. Il y a pas, le veto peut encore arriver, mais bon, on ne sait pas. Les choses sont incertaines. La seule chose que je dirais, et je vous laisserai la parole après, parce que vous connaissez mieux la situation, je pense, de l'intérieur, c'est que, disons, ce qu'on pouvait penser il y a 10 jours, c'est-à-dire un relatif isolement et une indifférence de la ville, ne s'est pas passé, et que donc là les choses restent ouvertes, et on peut l'espérer favorable, puisque je crois que le destin de CEU c'est de rester à Budapest. D'ailleurs, demain on attend un grand rassemblement au pied de la colline du château, donc au pied de la résidence du président de la République de Hongrie, mais de la Hongrie, puisque le nom a été changé. Et c'est aussi symboliquement intéressant, parce que c'est devant le Varkert, qui est devenu aussi un des lieux de reconstruction de la ville par Viktor Orban, qui l'occupe régulièrement pour des grandes célébrations. Et au vu des dynamiques dans les réseaux sociaux qu'on a pu observer ces derniers jours, il risque d'y avoir vraiment beaucoup de monde demain après-midi, en fin d'après-midi, à Budapest, peut-être sous le soleil, pour encore un grand rassemblement, on l'espère encore pacifique.
mais moi j'ai l'impression un peu à un tournant à la fois du régime Orban. C'est leur première grosse erreur, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils font une provocation en se trompant sur les conséquences, la manière d'être lâché de manière aussi forte par des gens très critiqués qui l'ont soutenu jusqu'à présent, qui est le PPE au Parlement européen, par des amis proches de Bavière, d'Allemagne, d'Autriche aussi, où Vienne a proposé d'accueillir l'université d'Europe centrale. Mais aussi la Roumanie, mais aussi Vilnius. Exactement. Donc là où Orban maîtrisait sa partition en créant une forte coalition, avait le vent en poupe à la suite de l'élection de Donald Trump, du Brexit, etc. D'un seul coup, il y a un coup d'arrêt extrêmement violent dans sa stratégie autour de l'illibéralisme. D'autant plus que le contexte actuel, il est particulier. C'est que on est là, le gouvernement a lancé sa consultation nationale sur l'Europe, avec des affiches partout dans les transports publics, en ville, en province. On a comme ça un stop avec une main qui dit arrêtons Bruxelles. Donc il y a cette sphère de l'université d'Europe centrale. On a le fait que du coup au niveau européen le PPE lâche, mais alors en plus avec des réactions très virulentes. Frank Engel, qui est député européen, luxembourgeois, membre du PPE, qui a eu des mots très très durs. Peut-être que Corentin, tu les as en tête. Oui, je l'ai eu au téléphone hier, Frank Engel. C'est un eurodéputé PPE. Il est extrêmement remonté. Il me certifie que le Fidesz ras-le-bol, et que c'est un ras-le-bol qui est partagé par l'ensemble du PPE. Il pense pas que les choses vont vraiment bouger d'ici l'élection en Allemagne dans 6 mois, mais clairement le dernier rempart d'Orban, c'est la CDU qui elle-même ulcérée. Il y a des mots très durs. Il dit le Fidesz n'aurait jamais dû rentrer dans ce parti. Maintenant, on s'est suffisamment corrompu à les accepter. Ils nous ont condamnés à l'inertie, à des communiqués, ils nous ont ôté toute puissance de pensée, d'opinion, de parole. On a fini de se compromettre avec ces gens-là. Il faut qu'ils dégagent, et il faut que la Hongrie dégage de l'Union européenne s'il le faut. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que on ressort le fameux article, je vais pas dire de bêtises, 7. La Commission européenne va se pencher sur l'affaire à la fois CIU et la consultation anti-Bruxelles. Le Parlement européen. Non, la Commission ce mercredi, et le 25-26 avril, le Parlement en séance plénière. Deux jours consacrés à l'Europe. Voilà, donc là, ça peut vraiment bouger. Est-ce qu'on va voir un lâchage en règle du PPE à ce moment-là? C'est pas certain, mais en tout cas, c'est dans les cartons, et ça pourrait intervenir dans les... Et c'est vrai qu'on est dans un pays, ça faut toujours le rappeler aux francophones, belges, français, canadiens, suisses, qui peuvent nous écouter sur Internet notamment, qu'on est quand même dans une société hongroise qui est particulièrement pro-européenne, et que là, ça constitue aussi, par à-coup, par ricochet, une ligne jaune, que le gouvernement, enfin voilà, s'il va au-delà... ne pourrait pas s'en remettre. Et dans un souci d'équipe, je vais quand même rapporter ce que m'a dit l'eurodéputé Fidesz György Schöpflin, qui par contre, à l'encontre de Monsieur Engel, lui n'a pas vu grand problème, et n'a pas l'impression qu'au sein du PPE ça bouge tant que ça. Mais voilà, il sait qu'il y a quelques voix qui s'élèvent. Il voit pas de raz-de-marée anti-Fidesz à ce jour. Juste rappeler aussi deux autres points en rapport avec ça, c'est que Orban sort de 2 défaites politiques symboliques ces derniers mois. Une défaite assez lourde au référendum de la haine par rapport à la question des réfugiés en Hongrie, qui n'avait pas vu un nombre suffisant de participants pour le valider, alors malgré qu'il y avait des moyens démesurés, et sur un sujet, je dirais, facile entre guillemets en Europe centrale, tant il y a une méconnaissance de ces enjeux-là, du fait qu'il n'y a pas d'histoire commune avec les pays dont ils viennent, pas d'histoire d'immigration, etc. Et puis la pétition pour le référendum autour des Jeux Olympiques, qui a vu 20% des gens en âge de voter à Budapest signer dans le froid une pétition en sortant leur carte, marquant les numéros. Donc on est vraiment dans une période d'incertitude par rapport au régime Orban, qui il y a quelques mois paraissait invincible et paraissait avoir le vent dans le dos. Justement, Jean-Louis Fabiani, c'est quoi ce que vous entendez, vous, si vous vivez un petit peu à Budapest, vous passez du temps ici, oui, auprès de vos collègues, de vos voisins, etc. Comment vous sentez un petit peu l'ambiance par rapport au climat politique? Justement, c'est momentum, c'est cette mobilisation contre les Jeux Olympiques qui m'a frappé. Évidemment, Vincent parlait du référendum de la haine et du fait qu'il a été
un peu boycotté, mais Momentum c'était très impressionnant parce que c'était en plein hiver, dans le froid, et près de là où j'habite, sur une place battue des vents, il y avait un serpentin de personnes qui attendaient avec leur papier d'identité pour signer, et ça vraiment j'y ai vu une sorte de rupture, c'est-à-dire de ce refus conscient d'une dépense énorme au-dessus des moyens de la ville, pour la gloriole, etc. Et avec plusieurs amis, nous avons dit au fond, on devrait essayer de faire ça à Paris, on n'y arrive pas. Et donc là, c'est quelque chose d'important, je crois. Alors, pour revenir sur, disons, CEU, CEU a les moyens de faire des actions, justement, par rapport à ce que vous disiez du référendum, en direction... on a ce qu'on appelle le Roma Access Programme, qui est un programme, disons, de mise à niveau des étudiants, des jeunes Roms, et qui fonctionne en partie en bénévolat, mais aussi avec des moyens structurels de l'université, et c'est ce qui nous est beaucoup reproché, je crois. Et puis un programme plus récent, qui est aussi dirigé par un de mes collègues et amis, qui est un Prem Kumar Rajaram, qui est un anthropologue indien qui est à CEU, qui est le programme Olive, qui est un programme d'aide aux réfugiés, notamment d'aide scolaire et universitaire, où j'interviens. Là, je suis sorti de mon dernier cours d'une introduction aux sciences sociales pour les réfugiés et demandeurs d'asile, et donc c'est ça qui nous met aussi, parce que nous pouvons le faire, je veux dire, alors bénévolement pour une part, mais aussi parce que nous avons des salles, nous avons des lieux chauffés, etc., et le samedi, ils passent la journée avec nous. Donc cette dimension est une dimension évidemment qui est très marginale, mais qui est aussi, je veux dire, ce qui irrite au plus haut point de pouvoir, que je veux dire, la question des réfugiés soit posée autrement dans un pays qui n'a pas les moyens, puisqu'il n'y a pas de tradition, même dans la tension comme dans les anciens pays colonisateurs, qui n'a pas d'expérience, disons, de ces migrations, ou très faible. Donc c'est aussi la visibilité que ça prend, est quelque chose qui irrite et qui heurte. Alors la question, évidemment, c'est, mais moi là je vous laisse la parole, c'est jusqu'à quel point ce mouvement, je pense que c'est par l'Europe que les choses peuvent se passer, plus que par, disons, la question de CEU peut-être. C'est un ensemble qu'il faut voir plutôt qu'un élément, et cibler CEU peut-être était une erreur dans cette perspective, puisque les problèmes s'enchaînent, s'agrègent, et là effectivement je pense que s'il y a quelque chose qui se passe en particulier demain, ça dépassera de beaucoup le cas de CEU, qui est une petite université. Peut-être sur ce sujet-là, effectivement, on a fait beaucoup le reproche aux étudiants de se mobiliser que lorsque leurs intérêts étaient en cause, étaient en jeu. C'est un reproche classique qu'on peut faire à des mouvements sociaux, y compris en France. C'est vrai qu'en Hongrie, on n'a pas forcément une tradition comme en France de grève générale ou de convergence, ce genre de choses. N'empêche que, moi ayant de la famille qui vit à Budapest, et qui est une famille qui est plutôt conservatrice, qui vote Fidesz depuis la création du parti, qui était anciennement MDF, etc. Il y en a qui vont aller manifester demain, parce que effectivement, il y a, à mon avis, il y a plusieurs symboles. Enfin, ça, c'est des choses qui sont importantes à retenir. En fait, derrière la CEU, ce qu'on voit souvent, j'ai l'impression, en discutant un petit peu avec les gens, c'est pas tant les États-Unis, mais plutôt le fait que c'est une université, et qu'on est dans un pays où être docteur, ça se porte en société. Ça se met sur la boîte aux lettres. Ça se met sur la boîte aux lettres. Absolument. Non, mais sur mon blog du Monde, c'est ce que j'ai dit. C'est un pays de grande tradition scientifique et intellectuelle. Et c'est quelque chose, quand on voit les librairies, le rapport aux livres, etc. Il y avait une grande enquête comparative France-Hongrie par Jacques Lénart, mon collègue de l'école des études, il y a 30 ans. Enfin bon, on voit très bien que la culture est très fortement enracinée et qu'elle est respectée. D'ailleurs, il y a un président qui était contre la démission parce qu'il avait faux PhD. Les universitaires en Hongrie sont respectés comme les écrivains en Russie. Pour faire un peu une voix critique autour de ça, je discutais avec Logan, mon collègue de Cargonomia, qui travaille à mi-temps à la CEU et dans une ferme à côté de Budapest, dans une ferme biodynamique, et qui a essayé d'expliquer à ses collègues travaillant à la ferme
ce qui se passe autour de la CEU, et c'est aussi un des gros défis de la Hongrie, entre le centre de Budapest ou le centre des grandes villes qui sont des espèces de petits cocons intellectuels incroyables de culture, de créativité, de résistance aussi, de démocratie participative, etc. Et puis le reste du pays qui culturellement vit très loin. Il y a encore des statistiques qui sont sorties cette semaine sur le PIB par habitant dans les régions européennes, où on voit un écart toujours de 1 à 2 entre la région de Budapest, c'est pas uniquement prenant le centre de Budapest où l'écart sont encore plus grands, et les campagnes hongroises. Et on voit aussi donc un grand nombre de régions, notamment frontalières avec l'Ukraine, la Roumanie, la Slovaquie, où il y a des conditions de vie, des conditions culturelles extrêmement difficiles. C'est-à-dire que comment on fait le lien entre ces mouvements, aussi d'autres mouvements qu'on a pu voir émerger ces derniers mois par rapport à la question de la santé. Donc certains disaient que Orban s'attaquait à Soros faute de pouvoir résoudre les problèmes de la santé, orienter l'opinion ou les débats sur autre chose. Comment on fait le lien avec les mouvements des infirmières, des médecins qui fuient le pays, le lien avec les enseignants. Avec les enseignants, on a vu l'année dernière un mouvement, et c'est peut-être là aussi je te rejoins Ludovic, quand il n'y a pas de culture de convergence. Oui. Et c'est une des critiques qui est faite un peu au mouvement autour de la CEU, c'est que ça reste porté, et je m'inclus dedans en disant ça, hein, c'est une autocritique que je fais, ça reste porté par des intellectuels de Budapest. C'est absolument clair. Et puis les médias contrôlés et officiels donnent peu de place à, disons, des informations. Ma voisine m'a demandé de poser des questions sur CU, c'est très difficile. Enfin bon, Tiloche FM, c'est quand même pas, c'est pas le mainstream, hein. Donc c'est un des problèmes évidemment. C'est comment dépasser cette espèce d'îlot qui est, moi, où je suis très heureux, d'échanges intellectuels, etc., avec le pays. Et là, il y a le grand écart quand même, et c'est frappant quand on se balade, notamment à l'est de la Hongrie. C'est vraiment quelque chose de, c'est une bonne partie de l'électorat quand même. En rapport avec ça, je vais parler d'un projet qu'on va faire la semaine prochaine à Jambog, dans le village où on a cette ferme partenaire, où justement par rapport à ces questions de lien entre les zones urbaines et les zones rurales, les zones connectées, les zones qui se sentent abandonnées, on va organiser une rencontre autour du vélo avec différents ateliers, discussions, notamment des ateliers pour enfants, en partenariat avec la mairie du village, avec visite de la ferme, où les gens ne savent pas ce que c'est qu'une ferme biodynamique dans la Hongrie rurale, dans une logique, donc c'est un projet pilote, dans une logique de rencontre entre les bobos du centre-ville et les ruraux qui ont en fait des imaginaires et des perceptions du monde et des problèmes tout à fait différents. Et je crois qu'il y a un énorme besoin ici de créer des espaces de dialogue. Alors, ouais. Donc on arrive en deuxième partie d'émission. Sylvain, donc tu me disais que tu viens régulièrement à Budapest et que t'appréciais beaucoup cette ville, où il y avait quelque chose qui te plaisait, et dans une vidéo que t'as postée dans le cadre de ta campagne de crowdfunding sur Facebook hier, je crois. À soutenir, hein, bien sûr. Tu disais que bien loin de la caricature que donnent les médias occidentaux de l'Orbanistan, il se passe d'autres choses. Est-ce que tu peux nous donner une vision un peu candide autour de ça, On rappelle que c'est Sylvain Lapoix, journaliste à DataGull. C'est ça. Je fais partie de l'équipe de DataGull, ça. C'est une grande équipe qui travaille beaucoup, et c'est vrai qu'on aime bien s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger, et chercher aussi des idées, des alternatives sur toutes sortes de sujets. Et là, donc, on a lancé un crowdfunding pour un documentaire sur la démocratie, mais pas seulement la démocratie élective, celle dont la France est obsédée en ce moment, malgré un niveau de débat absolument déplorable. Je vous envie de pouvoir parler d'université, de santé, etc. En France, ça fait des semaines qu'on peut plus en parler. Voilà. Non, parce qu'il faut compter les gens qui se rallient aux uns aux autres. Donc voilà, c'est ça le sujet. Et ouais, et Budapest, sincèrement, je suis arrivé totalement par hasard à Budapest à l'occasion d'une traversée de l'Europe centrale en interrail à l'époque où c'était encore intéressant. Et c'est vrai que ça m'a énormément marqué, parce que finalement, je trouve qu'il y avait à Budapest à la fois, il y avait des manifestations des 48 régions, des gens qui parlaient des séquelles, il y avait tout ce débat-là qui était quand même très très bizarre et qui me met un peu mal à l'aise. Les irrédentistes, quand on va au Nemzeti, c'est vrai qu'on voit des trucs où on est un peu déconcerté, quand on voit les mêmes cartes ensuite dans des restos ou autres, enfin voilà, c'est quand même assez sur des taxis. Sur les taxis. Et puis à côté de ça, j'ai vu la plus grosse love parade que j'avais jamais vue de
ma vie qui déboulait sur Andrásy. J'ai vu Critical Mass, j'ai vu des mouvements écolos, j'ai vu le plus grand Critical Mass du monde. Le plus grand Critical Mass du monde. La Vélorussion, comme on dit en français. La Vélorussion, voilà. Et j'ai été aussi, j'ai été charmé par le mode de vie budapestois, par le goût des livres, par ces librairies absolument partout, presque plus encore qu'à Paris. Et cet amour. Certainement plus qu'à Paris. Probablement plus qu'à Paris. Et cet amour de la culture et aussi, l'amour de la culture qu'on voit dans les romans hongrois traduits en français, en tout cas pour ceux qui sont traduits en français, où on ne parle que de livres, que de références, que de plein de choses, où ça connecte avec tout un univers culturel européen, d'échelle européenne, et ce qu'on voit beaucoup moins finalement en France, puisque rares quand même sont les auteurs français qui font référence à la culture hongroise, malheureusement, alors que les Hongrois rendent hommage à toute la culture qu'ils connaissent. Et donc c'est un attachement que j'ai aussi à ce niveau-là, au niveau intellectuel, et j'ai profité de ce passage pour essayer de parler un peu de ça. On en fera quelques petites choses après, j'espère, aux Français qui finalement ne voient que Orban, et un système, c'est pas juste son Premier ministre ou son président de la République, mais c'est aussi plein de citoyens, et à Budapest, il y a des citoyens assez dingues, quoi. Moi, c'est ce qui m'avait frappé aussi de voir cette profusion culturelle et démocratique, cette créativité. Je veux bien rebondir si personne ne souhaite rebondir. J'ai eu le même parcours que toi, parce que je suis arrivé pour la première fois à Budapest en juin 2002 à la gare de Keleti en train. À l'époque, on voyageait encore en train en Europe. Bon, il y en a qui le font encore. Ouais, mais ça devient de plus en plus difficile, mais il faut continuer à le faire. Et le premier sentiment que j'avais eu, c'était un sentiment de liberté. Et il y a quelque chose qui me choque à chaque fois que je retourne à Paris ou dans d'autres capitales européennes de l'Ouest, c'est qu'à Budapest, il y a encore cette liberté de pouvoir s'asseoir dans des lieux, de les occuper pour se rencontrer, pour discuter, pour avoir des ateliers, des espaces de rencontre, des espaces d'échange. Et je crois que cette faible densité, on a un spécialiste à table, donc je vais essayer de pas dire de bêtises, cette faible densité de population dans le centre-ville et le fait qu'il y ait un tel réseau de lieux alternatifs permet de transformer totalement son rapport au temps, à l'autre, et donc à la démocratie. De ce point de vue-là, c'est quelque chose d'essentiel dans le rapport à la démocratie, de pouvoir se rencontrer, ce qui, dans une ville comme Paris, qui plus avec le rythme de vie, est quelque chose d'extrêmement compliqué, voire réservé à quelques nantis. D'avoir le temps et l'espace de se rencontrer. Mais justement, puisqu'on a un spécialiste sous la main, il y a notamment un truc que j'ai lu dans le très joli guide du flâneur d'András Török, donc Török András, sur Budapest. Il disait l'une des particularités de Budapest par rapport à plein d'autres capitales européennes, c'est que fondamentalement, quand tu donnes le numéro de ton arrondissement, même si t'es à Erzsébetváros, même si t'es n'importe où, c'est pas forcément un marqueur social, qu'il y a encore une diversité ça dépend les arrondissements sociale dans les arrondissements, et que finalement, quand tu es à Pest, t'es pas forcément tout de suite, même si t'es à 2 pas de l'opéra ou à 2 pas d'Andrásy, t'es pas forcément un bourgeois. Alors qu'à Paris, c'est dans certains endroits, tu ne peux pas être une classe populaire si tu habites dans le 4e. C'est quand même quasi impossible. Est-ce que tu me confirmes ça? Enfin, je sais pas. Alors oui, mais ça change. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le plus grand marqueur social à Budapest, c'était d'être de Buda par rapport à être de Pest. Donc on avait vraiment les deux villes qui se regardaient en chien de faïence, avec d'un côté à Buda les intellectuels, ce qu'on appelait l'intelligentsia, puis la nomenclatura, et puis Pest c'était j'ai passé un peu du temps à Casablanca, c'est Anfa, et puis c'est le reste de la ville. Le reste de la ville où même il n'y a pas de mot en hongrois pour dire quartier populaire. Ça n'existe pas. Dans ma thèse, j'ai eu un mal fou, alors du coup j'ai renoncé. T'as renoncé la thèse, on savait pas. J'ai renoncé à forcer on a quelque chose à célébrer ce soir. J'ai renoncé à forcer la langue, parce que, et en fait, effectivement, Pest correspond à ce qui est populaire. Et après la stratification, elle répond à d'autres logiques, selon qu'on a un appartement qui donne sur la rue ou pas sur la rue, selon ce qu'on habite tout en haut ou au rez-de-chaussée, selon si on habite dans un polgári lakás, donc appartement bourgeois, ou dans des panels, parce qu'il y en a quand même dans le centre-ville de Pest, etc. Mais effectivement, on pouvait être de Wilipodváros. C'est les bâtiments HLM, les blocs. Oui, c'est les préfabriqués. Selon qu'on habitait dans le 9e, le 8e, bon, qui sont quand même un peu plus stigmatisés que les autres, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'on pouvait pas savoir d'emblée quel était notre statut social, et c'est ce qui fait aussi qu'effectivement c'est assez agréable. On a une certaine diversité encore dans les immeubles. Mais moi l'un des trucs qui m'interroge aussi, c'est vrai qu'il y a, ça disparaît.
Oui, c'est ça, mais il y a cette culture des cafés, cette culture des lieux de rencontre et de débat. Il y a les Celtes maintenant qui sont un autre endroit de libération de la parole. Et pour moi, ça rejoint aussi les questionnements. Alors voilà, son nom m'échappe, mais de ce fameux géographe français qui s'est intéressé à la fonction des places et la fonction des lieux dans les villes. Et Jacques Lévy, Michel Dussault, non Non, ni l'un ni l'autre. Et qui sort un livre actuellement sur les lieux. Ah non, c'était un théoricien. C'est Dussault, c'est Hyperlieu, c'est ça. Ouais, c'est Hyperlieu Dussault. Hyperlieu, c'est pas lui. Mais je pensais à quelque chose de plus ancien encore, et sur la fonction des villes et le fait que finalement une des particularités de la grande transformation, pour citer Polanyi, c'était justement que finalement les villes devenaient se sectorisaient et se fonctionnalisaient, et que notamment les places, qui étaient historiquement quand même le lieu de la politique au sens propre du terme, donc du débat, du mélange, de la rencontre, finalement était commercialisé, c'était Lefebvre peut-être, mais je vais Henri Lefebvre, voilà. Oui. Et que finalement le fait que les villes deviennent commerciales, le fait qu'elles soient emplastrées, emballées par la publicité, leur faisait perdre cette fonction de rencontre, cette fonction de lieu de débat, etc. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est un truc qui arrive à Budapest, c'est un peu particulier quand même, parce que c'est pareil, le statut de l'espace public. Bon, après ça mériterait des émissions entières, mais le statut de l'espace public, il est un petit peu. Ça mérite une thèse avant tout. Ça mérite une thèse. Il est un peu particulier parce que il y a ce qu'on appelle les cours à l'intérieur des immeubles, qui sont des espaces, en fait, les géographes, ils diraient intermédiaires, mi-public, mi-privé, commun, intime, extime, des espaces de transition, etc., où se passe énormément d'interactions. Mais après, dans l'espace public en tant que tel, je trouve qu'il n'y a pas tant d'interaction que ça. Alors après, ça c'est sujet à débat, où on a des espaces publics très agréables, etc., mais qui sont pas forcément toujours synonymes du politique, je trouve, à Budapest. Et du coup, tu veux dire que les cours d'immeubles sont des espaces d'interaction, y compris démocratiques, ou de formation de... Peut-être pas, je pense que là, je romantiserai pas à ce point-là, mais... Mais en tout cas, oui, c'est là où ça se passe. En tout cas, c'est là qu'on est confronté à l'altérité sociale énormément à Budapest. On doit supporter son voisin, ce genre de choses. C'est surtout un lieu de contrôle social. Et un lieu de contrôle social qui explique énormément aussi. Non, ça c'est très juste. La concierge de l'immeuble. La concierge de l'immeuble. T'as l'impression qu'elle a le fil rouge et lié avec les rôles qu'ils ont joués pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a toute une histoire des concierges à Budapest. En terme avec la concierge. Exactement, ouais. Où on te juge. Enfin, c'est bien d'être à Budapest sans être originaire de l'immeuble où tu habites. C'est quand même mieux. Parce que l'esprit village, qui est pas si bien que ça, perdure beaucoup, quoi. Moi, j'avais peut-être, là, il nous reste 2-3 minutes. Il nous reste 5 minutes, ouais. 5 minutes. C'est une question à Jean-Louis Fabiani, qui est aussi à l'origine à l'EHESS, qui est quand même à l'origine aussi un établissement promu par les Américains. C'était Rockefeller. La fondation Rockefeller. La fondation Rockefeller qui moins de budget quand même, mais effectivement nous sommes sortis de là. Et Brodel est allé chercher des crédits, et mon mentor Pierre Bourdieu a beaucoup bénéficié au début de sa carrière de ces facilités. Oui. Et c'était aussi de trouver des chercheurs non marxistes, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et ce que n'est pas au fond aussi, puisqu'il y a des marxistes. Oui, exactement. Donc, mais là, en fait, ma question, c'est vous qui avez encore beaucoup de connexions dans le monde académique français, est-ce que vous avez des échanges avec vos collègues français sur ce qui se passe à l'SCIU? Et moi, par exemple, je suis assez frappé du manque de réaction du monde universitaire français sur la situation en Hongrie. Vous avez raison. Il y a une vraie indifférence. Alors, jusqu'à présent, bon, j'ai pas fait des derniers comptes du week-end, mais en tout cas, hier soir, il y avait 3 réactions. Une qui est celle de mon ancienne institution, l'école des hautes études, c'est comme ça que j'ai connu Budapest il y a 26 ans, en venant animer un des premiers ateliers à LT. C'est pour ça aussi que j'ai gardé des relations dans cette université, qui était, l'idée c'était, disons, dans le post-socialisme, attirer des jeunes doctorants francophones, bien sûr, hongrois, vers Paris. Et ça a marché pas mal. D'ailleurs, on a plusieurs, des gens qui sont actuellement en poste ici, qui sont passés par l'école des hautes études. Donc, cette faiblesse des réactions, je pense, alors je parle là sous le contrôle des autres, mais la Hongrie intéresse assez peu.
sauf un peu pour la littérature depuis quelques années. J'ai pas mal de confrères et de consoeurs sur Budapest qui confirment que la Hongrie et donc pour le moment, il y a 3 réactions. Il y a une lettre très belle, très efficace, très très puissante de mon ancien président, qui est un de mes anciens agrégatifs, qui est Pierre-Cyril Haucker. Il y a une lettre de Sciences Po qui est assez brève, et puis il y a l'Institut Jean Nicot, donc les cognitivistes, qui sont d'ailleurs liés à Dan Sperber, qui est un enseignant de CEU en philosophie, mais effectivement ça manque d'une réaction. Alors il y a une réaction de Harlem Désir au titre du gouvernement. Enfin, on aimerait le président allemand. Voilà, on aimerait mieux qu'une réaction de François Hollande que nous avons alerté, bien sûr. Harlem Désir s'occupe plus des affaires européennes, il a changé de poste. Oui. Non, mais je crois que c'est parce que le président de la... Vous confirmerez, le président Hollande n'a pas encore pris son abonnement pour Oulala. Exactement. Alors que pour 6 € par mois, 60 € par an, il aura c'est quand même la nouvelle de la semaine aussi. Oulala est devenu... Vous êtes toujours aussi bon en marketing, on aurait dû commencer par ça, mais on va finir là-dessus, peut-être un peu en guise de... François Hollande va avoir du temps maintenant, il va s'abonner. C'est 1 millième de son indemnité mensuelle, c'est François Hollande, il y a un abonnement de soutien à 150 €. Non, peut-être en guise de conclusion, on est un peu démunis, je crois, pour dire ce qui va se passer dans les jours qui viennent, parce qu'on est vraiment demain, on est vraiment on a l'impression un carrefour en Hongrie par rapport au régime Orban, par rapport à cette vie si particulière qu'on évoquait à Budapest. Il est peut-être important de rappeler aussi l'histoire de Budapest, qui a connu des vagues de fuite de ces jeunes, de ces élites, des décapitations régulières, presque tous les 50 ans depuis sa naissance, et qui a toujours su se reconstruire. Et est-ce qu'on n'est pas à un tournant, c'est-à-dire que si Orban arrive à tenir, que la CEU bouge, ce qui n'est pas à exclure, absolument, il risque d'avoir un effet domino, et la vie qu'on connaît et qu'on aime à Budapest risque d'être remise en question. Ou si Orban ne tient pas, c'est peut-être le début de l'effritement de son régime, qui, comme tout régime pyramidaux qui paraissent très durs, sont aussi facilement... ont des pieds d'argile. Exactement. C'est vrai que là, ce qui va se passer, c'est quand même... Il y a plusieurs scénarios possibles, peut-être les aborder très rapidement, mais moi ce que j'ai en tête, c'est soit il passe en force, et à ce moment-là tout est ouvert en termes de conséquences politiques, sociales, de mobilisation, soit il recule, mais s'il recule, ça fera quand même un précédent, parce que ça sera la première fois que le gouvernement Fidesz reculera à ce point-là sur une loi qui a été votée, et qui, alors il y a eu déjà des aveux successifs, la loi Internet par exemple, et puis sur la loi Internet, etc. Mais qui n'avait pas la force symbolique, et qui n'avait pas l'impact international. Donc là, peut-être que ça marquera d'une certaine façon la fin aussi d'une stratégie de la provocation, de la surenchère permanente. Donc ça va vraiment être intéressant de suivre de très près ce qui va se passer demain et après-demain. Et c'est d'autant plus intéressant que la Hongrie est ce laboratoire de l'orbanisme, de l'illibéralisme, que on annonçait à notre émission de début d'année ce discours d'Orban enflammé qui parlait de la victoire de l'illibéralisme. Il pensait qu'on était sur une dynamique après le Brexit, après la victoire de Trump, et en attendant peut-être des résultats allant dans ce sens-là en Hollande qui n'ont pas eu lieu, peut-être en France dans 2 semaines. Donc je vous invite toutes et tous à vous abonner à Oulala pour suivre les prochains développements de cette situation qui est à la fois intéressante et inquiétante sous plusieurs niveaux. Et puis je vous invite aussi à suivre la campagne de crowdfunding de DataGull autour de la démocratie. Et je remercie donc nos 2 invités, Jean-Louis Fabiani, sociologue à la CEU, et Sylvain Lapoix, journaliste indépendant ou journaliste à DataGull, parce que si Orban se casse la figure, vos travaux autour de la démocratie auront leur rôle à jouer aussi en Hongrie, parce qu'on est là aussi dans des réflexions et des expérimentations pour réinventer la démocratie. Un travail de reconstruction important à faire et la place des institutions. Je veux rendre hommage à ce que vous dites, parce que c'est beau finalement. C'est con, mais d'avoir une raison de se mobiliser, d'avoir une mobilisation populaire entre 2 élections,
en France, on a l'impression des fois qu'on est un peu tétanisé là-dedans, tétanisé dans la passivité, et sans plaisanter, hein, je vous envie vraiment de pouvoir parler de ces choses-là, parce qu'on a l'impression en France qu'on est paralysé, et le titre de travail de ce documentaire, c'est la démocratie n'est pas un rendez-vous, parce qu'il faut faire vivre la démocratie entre les élections, et l'idée que vous dites que c'est peut-être le régime qui bascule, alors que c'est pas une élection, que c'est juste un fait de débat démocratique. Je trouve ça vachement enthousiasmant, parce que ça prouve quand même qu'il y a aussi de l'expression citoyenne qui peut exister en dehors de l'isoloir, et sur des enjeux hyper importants qui sont la richesse intellectuelle d'un pays, la formation de sa pensée critique, et puis la santé aussi derrière tout ça. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir invité, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Je m'y intéresserai. Rendez-vous à toutes et à tous pour celles et ceux qui sont sur Budapest en Hongrie demain à 17h sur la place Clark Adam, et puis sinon on continue à suivre le Facebook, le site internet, le Twitter, etc. et à suivre tous ces chouettes projets. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci. Au revoir.